Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Bienvenue dans l'émission Le Déshonneur. C'est un espace bien sûr de débat autour de la question de la colonisation française en Algérie et de ses conséquences dramatiques sur notre peuple. La France d'aujourd'hui s'est en grande partie construite en faisant la colonisation. La France républicaine et ses institutions étaient bâties sur un récit national imaginaire mis en place par des propagandistes d'une certaine mission civilisatrice en Algérie et en Afrique, qui s'avère un leurre, un grand mensonge. Ce mémoricide est entretenu et perpétué par une nouvelle classe politique et intellectuelle aujourd'hui, bien sûr, qui pratique une propagande néocolonialiste qui consiste à nier et à effacer l'histoire du grand désastre de la colonisation française en Algérie. Ce soir, nous ouvrons le débat sur la machine de la propagande coloniale française et de ses répercussions sur le monde d'aujourd'hui. Bienvenue à vous encore une fois. Et bien sûr, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table de l'émission Le Déshonneur, Maître Fatem Zohara Benbrahim. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Vous êtes bien sûr avocate et spécialiste en droit de l'histoire. Bienvenue, Sahar Mdanek surtout. Merci beaucoup. En face de vous, Hassan Arab, l'universitaire, chercheur en histoire. Et bien sûr, vous animez l'émission Les Dossiers de la Mémoire chaque semaine sur Canal Algérie. Bienvenue à vous, Hassan. Merci. Et puis notre ami Boukhalifa Amazit, vous êtes journaliste, scénariste, mais vous êtes aussi chercheur spécialisé dans l'histoire du mouvement national. Bienvenue à vous, monsieur Boukhalifa Amazit. Avant de commencer ce débat et débuter bien sûr notre thématique sur la propagande coloniale française en Algérie, j'ai envie de rebondir sur une actualité, l'actualité de cette semaine qui consiste à ces rebondissements concernant ce qu'on appelle désormais l'affaire Jean-Michel Apathy, ce journaliste professionnel du service public à la télévision et à la radio française qui en ce moment est en train d'être lynché médiatiquement, voire voilà, fustigé. Il y a une inquisition contre ce monsieur, parce que tout simplement, il a dit la vérité, une vérité historique, et puis il a été sanctionné, il faut le dire, il a été retiré ou écarté de l'antenne d'RTL. Pour un moment, on nous dit, mais après, il y a aussi l'ARCOM, ce qu'on appelle l'autorité de régulation de l'audiovisuel en France, qui ouvre un dossier sur Jean-Michel Apathy, un journaliste Edoui Plenel, bien sûr connu d'avoir bien sûr être parmi cette équipe qui a fondé le média libre Mediapart et parmi les seuls et rares peut-être journalistes qui soutiennent aujourd'hui Jean-Michel Apathy. On regarde bien sûr cet extrait, on revient juste après pour en débattre avec nos invités. Nous sommes journalistes tous les deux, un confrère, et Dieu sait si à d'autres moments il n'a pas particulièrement été solidaire de Mediapart, s'est vu banni pour quelques jours d'une antenne de radio privée. RTL, vous parlez de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement fait le propre du métier de journaliste, c'est-à-dire énoncer des vérités de fait. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis en Algérie des dizaines de Radour-sur-Glane, c'est-à-dire les massacres nazis où on avait enfermé femmes et enfants dans une église, on a mis le feu. Et alors ça a provoqué énormément de réactions. Il suffit d'aller sur le site histoirecoloniale.net. Tout cela est rappelé, il suffit de lire toutes sortes d'historiens, Alain Ruscio, dans le passé Pierre Vidal-Naquet, de lire François Maspero sur le général de Saint-Arnaud, lire les actes criminels de ce duc de Turbigo, qui a été une des figures de la conquête de l'Algérie dans la foulée du maréchal Bugeaud. Bien sûr que nous avons commis des Oradour-sur-Glane. Bien sûr que nous avons massacré des villages entiers, femmes, enfants, adultes, vieillards, que nous les avons égorgés. De là à dire que les nazis se sont inspirés des Français. Il n'y a pas besoin qu'ils s'inspirent. Les nazis
C'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. Ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes. Et oui, peut-être la première question qui nous vient à l'esprit, c'est Madame, Messieurs, comment expliquez-vous justement ce déni de l'histoire et puis cette flagrante négation de ce qu'a été la colonisation en Algérie, cette colonisation qui a été fondée sur les crimes, les génocides, les massacres et toutes, bien sûr, ces dépassements hors du droit humanitaire. Comment on explique cet entretien aujourd'hui en 2025 de ce mensonge sur l'histoire? Je me ferai le porte-parole de tous mes confrères algériens, de tous les journalistes algériens en exprimant notre totale solidarité avec Jean-Michel Apathy, que nous connaissons tous à travers ses interventions et dont nous connaissons aussi le caractère est résolument anticolonialiste. Il est grave. Ce qui est en train de se passer dans la sphère des médias français est très grave parce que tant qu'il s'agissait de la vox populi, tant qu'il s'agissait d'opinions exprimées à travers des réseaux sociaux, tant qu'il s'agissait de haine déversée par des tenants de l'extrême droite et des revanchards, on pouvait se poser des questions, c'est-à-dire, mais on ne pouvait pas aller très très loin dans la condamnation. Mais là, lorsque ça atteint l'élite, entre guillemets, l'élite des médias, l'élite de la presse française, l'élite de ce qui fait l'opinion française, l'élite de ceux qui sont chargés de rendre compte des faits et des faits quotidiens et d'analyser ces faits. Lorsqu'il s'agit de cela, là, ça commence à devenir très très sérieux. S'en prendre à Jean-Michel Apathy parce qu'il a dit, parce qu'il a comparé, il a comparé les massacres d'Oradour-sur-Glane et aux massacres qui se sont déroulés en Algérie. Bon, c'est grave que cette élite ne connaisse pas la Roi 1852, qu'ils ne connaissent pas les massacres qui ont été commis à travers toute l'histoire, les enfumades, les emmurements, et tout cela, et plus proche de nous, ce qui s'est passé pendant le napalm déversé, et un livre qui vient de sortir, qui traite de la guerre bactériologique, de la guerre des armes chimiques qui ont été utilisées pendant la guerre de libération nationale en Algérie. Donc tout cela, c'est grave parce que c'est de deux choses l'une, soit on feint d'ignorer, soit on ignore. Mais je crois que je pencherais pour on ignore et on fait semblant parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Près de 50 000 victimes palestiniennes et cette presse si prompte à dénoncer, à se faire l'avocate de la bonne moralité, l'avocate des... ils se sont tus. Comment voulez-vous qu'ils ne s'insurgent pas contre les propos de Jean-Michel Apathy? Il y a un silence et un déni. Maître Fatem Zahra Ben Brahim, la fake news est condamnée par la justice. Vous qui êtes femme de droit, qu'aujourd'hui même, en 2025, la France continue à nier, à faire du négationnisme, à complètement cacher cette histoire aux générations nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que prévoit justement le droit, madame, par rapport à Jean-Michel Apathy, qui est complètement normalement protégé par les textes de loi en concernant la vérité historique? Tout à fait. Moi, je trouve que la France a plongé dans une honte dont elle ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement. Apathy est un grand homme, c'est un véritable historien. C'est un homme qui n'a rien inventé. C'est un homme qui a tout trouvé à travers les livres d'histoire qui ont été créés bien avant lui. Et je veux pour preuve une série de documents pour préciser ce qu'a fait donc Apathy.
Apathy n'a fait que reprendre ce qui a été expressément dit. Par exemple, nous avons ici les lettres du maréchal Saint-Arnoux, toutes les lettres du maréchal Saint-Arnoux, 1832-1841, c'est dire que c'est un grand nombre de lettres et un grand nombre de rapports, et évidemment le deuxième, 1841-1844. Et dans ces deux livres, Saint-Arnoux dénonce ou déclare ou précise tous les crimes dont Apathy a parlé. Donc qu'a-t-il fait Apathy? Il a reproduit ce que l'auteur principal et l'acteur de ces crimes a écrit en son nom personnel. Aujourd'hui, ces documents, je m'étonne que les Français n'aient pas eu connaissance ou lecture, parce que les documents en langue française sont venus des maisons d'édition françaises, et je voudrais signaler à ces Français qui oublient l'histoire, n'est-ce pas, que ces deux livres ont été traduits en Algérie par le ministère des Moudjahidines et que tous les Algériens les connaissent. Donc Apathy est un historien de renom, un historien honnête, et ce qu'on vient de faire à Apathy, je répète, c'est une honte, c'est une honte, c'est une grande honte. Quel tribunal va pouvoir juger Apathy pour avoir dit une vérité? En tout cas, aujourd'hui, c'est le tribunal médiatique qui est géré et dirigé par non pas seulement que l'extrême droite, mais on sait aujourd'hui qu'il y a la droite aussi aux manœuvres. Et c'est très regrettable. Hassan Arabe, je reviens vers vous parce qu'aujourd'hui, vous me dites, ça nous fait peur parce que c'est la même démarche en fait qui a été élaborée, pensée, travaillée dès 1830. C'est-à-dire, on commence par la falsification de l'histoire, du déni de l'histoire et cacher la vérité aux autres. Tout d'abord, on doit dire qu'il s'agit là des honneurs d'une France qui, en nom de la liberté, qui dénie la liberté d'expression. Au même moment, elle donne des leçons aux Algériens, aux autres, de ne pas respecter la liberté d'expression. C'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, avec la normalisation de l'extrême droite, c'est tout le discours de l'extrême droite qui est normalisé. Il suffit de lire toute la littérature de l'extrême droite entre 1962 jusqu'à aujourd'hui pour comprendre qu'ils n'ont pas cessé justement de reproduire cette nostalgie d'une France forte par ses colonies. Donc il y a une partie donc de l'opinion française qui a nourri, qui a forgé cet esprit. Et qui est aujourd'hui repris pratiquement par toute la classe politique. On va de Zemmour jusqu'à à la droite de la gauche. C'est-à-dire la gauche... Justement, il y a une dialectique qui est là, qui est cette colonisation française civilisatrice, et on continue à y croire, et on continue justement à faire cette, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, cette propagande du néocolonialisme. Et cette France justement qui se proclame et prétend et réclame être le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, muscle les journalistes comme Jean-Michel Apathy qui disent la vérité, surtout sur l'histoire, parce qu'elle est corroborée, il y a des références, comme vient de le dire madame, il y a des historiens, le monde entier connaît bien sûr la colonisation française et les crimes coloniaux commis par la France en Algérie, mais elle donne la voix des tribunes de plusieurs heures à des personnes qu'on connaît, c'est-à-dire c'est des personnes qui haïssent les Algériens, qui haïssent l'Algérie, qui sont islamophobes, qui ont une pensée très 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 radicale sur justement l'égalité des hommes et des races. Et bien eux, ils parlent à la télé aisément et ils n'ont aucune crainte ni inquiétude sur leur sort, parce que c'est le cas de l'ex-ministre et écrivain Philippe de Villiers. On connaît bien ses livres, hein, ce sont des livres islamophobes. Et bien regardez qu'est-ce qu'il dit sur cette affaire de Jean-Michel Apathy. On revient juste après. Je ne sache pas que dans les 130 ans de présence française en Algérie,
les soldats français se soient comportés comme la division d'Eichreich. Si on fait le parallèle, il aurait fallu à ce moment-là que les soldats français remplissent des mosquées avec des hommes, des femmes, des vieillards et les brûlent vifs. Ça n'a pas été le cas. Mais ça va plus loin que ça. Nous sommes devant quelque chose de monstrueux. Assimiler les colons aux nazis exterminateurs, c'est une faute contre l'histoire, c'est un reniement. Monsieur Boukhalifa, on était en train d'écouter et vous êtes complètement pétrifié, choqué par ces propos. Non, mais ce monsieur est très connu. C'est un vieux routier, un long courrier de la politique de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui, sous le couvert de bonhomie, sous le couvert d'un langage plus ou moins rural, non, il raconte des salades, mais c'est ce genre. Mais justement, la problématique, monsieur Boukhalifa Amazit, peut-être je vais rebondir sur ça. Il raconte des salades, sauf que l'audience que lui donnent les médias qu'on connaît, hein, c'est-à-dire ils sont bien financés, ils ont un réseau très important. Aujourd'hui, oui, ils font cette contre-histoire, ce contresens historique, et ils diffusent ça à la jeunesse. Mais ça se fait depuis très longtemps, ça. Le langage de Philippe de Villiers est très connu depuis. C'est un échantillon de ce qui se dit, du matin au soir, la télé sa lecture de l'histoire de France, sa lecture de l'histoire, c'est pire qu'un souverainiste, il est pire que Le Pen de ce côté-là. Ce n'est pas un patriote, c'est un nationaliste chauvin, pour lequel, y compris les voisins européens, sont pratiquement des ennemis, attention. Mais je crois que ce qui est dangereux, ce ne sont pas ces gens. Ce qui est dangereux, ce sont ceux qui, sous un couvert universitaire, sous le couvert de stratégies élaborées dans des séances de discussion politique, c'est la politisation de ce déni de l'histoire. La politisation, c'est-à-dire qu'on en fait une arme politique. L'algérophobie est née de fait d'arguments politiques. On a étendu cela à l'histoire. C'est-à-dire, le chef de l'État français lui-même nous a accusés d'utiliser l'histoire à notre avantage. Le régime, c'est-à-dire qu'il s'attendait à ce qu'on fasse l'éloge de la colonisation, quoi. Qu'on fasse l'éloge de ceux qui ont massacré ce peuple. Maître Fatem Zahra Ben Baram, la propagande, on a l'impression qu'elle continue aujourd'hui, pour ne pas dire qu'elle continue sérieusement avec tout ce qu'on vient de voir. Cette propagande au passé, Hassan, qui s'est reposée sur justement cette dialectique, ce concept, la colonisation qui va vous civiliser, qui va vous apprendre à marcher, qui va vous apprendre à vous nourrir, qui va vous apprendre à vous soigner, qui va vous apprendre à construire, à tout ça, pour convaincre l'Europe, convaincre peut-être les Français eux-mêmes de la légitimité de cette colonisation qui s'est faite dans le sang complètement, bien évidemment on le sait, avec des millions d'Algériens tués. Et aujourd'hui on s'adapte. Après les crimes, comme disait Hassan, et bien maintenant on part vers le volet historique. On cache l'histoire, on fait taire l'histoire, on ne parle plus d'histoire. D'abord, ils ont voulu museler l'histoire à travers le refus de remettre les archives. Les archives algériennes qu'ils ont volées entre 61 et 62 et qu'ils ont emportées à coups de bateau, vu la quantité extraordinaire. Et à coups de bâton aussi. Hein. Oui. C'est valable, bien sûr. Et actuellement, ces archives sont, dans certains cas, classées incommunicables. Donc il y a un véritable souci de cacher quelque chose. Un véritable souci de laisser les gens dans l'ignorance. Et je suis surprise de l'ignorance du peuple français. Excusez-moi, je ne dirais pas tout le peuple français, mais je pense à cette frange
néocolonialiste et colonialiste qui continue à rêver et qui continue à pleurer parce qu'elle a perdu son Eldorado qui s'appelle l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérien a récupéré sa terre, sa dignité, sa foi et tout le reste. Aujourd'hui, moi je pense que toutes ces élans, n'est-ce pas, ces personnes qui veulent se mettre au devant de la scène, ces gens qui veulent défendre le colonialisme, eh bien c'est conjoncturel. Parce que le colonialisme a fait ses crimes et il y a eu des historiens, de valeureux historiens, d'honnêtes Français historiens qui ont écrit. Et pour preuve, nous avons ce livre, n'est-ce pas, qui est donc colonisé, exterminé, et encore une fois, qui a été le livre de Olivier Lecourt-Grandmaison, qu'on ne remerciera jamais assez pour tout ce qu'il a fait et pour toutes ses recherches, parce qu'eux ont eu l'occasion d'avoir accès aux archives. Et ce livre également a été traduit par le ministère des Moudjahidines, et tous les Algériens connaissent ce livre et le contenu de ce livre. Voici la preuve intangible, ou du moins disons tangible et irréfutable, que nous leur opposons. Ce sont vos écrits, ce sont vos archives, et voilà ce qui en ressort. Oui, merci Madame. Hassan Arab, la prochaine séquence, elle est pour vous, elle vous parle. Vous qui travaillez beaucoup sur l'histoire, eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose un extrait d'un documentaire qui s'intitule Déjà le son de mai ensemencé novembre. Il a été réalisé, préparé par le regretté René Vauthier dès la fin des années 70, début des années 80, où, bien évidemment, René Vauthier parle déjà de ce mémoricide. Il y a une anticipation de la part du réalisateur, de ce combattant pour la liberté, parce qu'il faut l'appeler comme ça. C'est quelqu'un qui a été dans le maquis aux côtés des Moudjahidines algériens. Et c'est là où il nous montre, Hassan, les correspondances authentiques de ces premiers, entre guillemets, émissaires ou missionnaires, ces expéditionnistes, les premiers Français qui parlent, bien sûr, en falsifiant l'histoire de l'Algérie avec preuve. On regarde et on revient juste après. J'ai été amené dans les années 50, j'avais 20 ans et des poussières, à me poser des questions sur l'histoire des conquêtes coloniales, en me faisant traduire ce que racontaient les griots africains et les médas du Maghreb. Je m'étais rendu compte qu'il y avait un fossé entre leur chant et ce qui s'enseignait en France sur la pénétration coloniale. Et je me suis aperçu avec stupéfaction que ce que racontait la tradition orale africaine recoupait les écrits des conquérants français de l'époque, et que l'enseignement que l'on donnait aux enfants de France était une trahison pure et simple de la vérité historique. Sur l'Algérie, par exemple, tous les livres d'école racontent qu'il s'agissait d'une contrée sauvage et déserte, appelée d'ailleurs barbarie, et que la France, pour sauver son honneur bafoué par un coup d'éventail, avait conquis ce pays par une série de brillantes victoires dans le seul but d'y faire pénétrer la civilisation. J'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale.
et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, il s'appelait Girard. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Voilà, au nom de cette pseudo-civilisation, cette illusion coloniale, c'est une pièce à conviction, Hassan, vous convenez? Ah oui, c'est une pièce à conviction, mais donc c'était la colonisation s'est installée par la violence et par la ruse. La ruse, ça veut dire construire un narratif colonialiste sur la base d'un discours raciste qui a été au départ prôné par l'Église, parce que les premiers à construire ce récit, donc ce narratif, c'était les missionnaires. D'ailleurs, ça n'a pas commencé en Algérie, elle deviendra spécifique en Algérie, mais ça a commencé par exemple avec la traite à Haïti. Il y avait Jean-Baptiste Lama qui prêchait et donnait et légitimait l'extermination des Haïtiens. Donc, durant la résistance face à l'armée de Napoléon, lui, il disait qu'il fallait les exterminer parce que c'était des sous-hommes. C'était des objets parmi les objets. Donc, pour reprendre l'expression de ce missionnaire, il va y avoir des missionnaires en Algérie qui vont accompagner le corps expéditionnaire français. Je pense à la Vigerie, qui a construit exactement le même narratif, c'est-à-dire qui a ignoré, c'est-à-dire le peuple algérien n'avait pas le droit au chapitre parce que tout simplement ils étaient considérés comme des bêtes. Donc je reprends le mot de la Vigerie. Mais les militaires, ils avaient également, pour construire ce narratif, ils avaient ramené avec eux ce qu'on appelle des ethnologues. L'ethnologie a vu le jour en Algérie, donc des futurs ethnologues, ceux qui ont fait également les cours de l'orientalisme, parce qu'on a préparé donc tout un corps d'universitaires qu'on appelait les orientalistes, certains écrivains qu'on a subventionnés. Il y avait le concept l'État. Il y avait un mécénat, une sorte de mécénat, une sorte de subvention de l'État français pour permettre à des écrivains français d'aller et d'imaginer, de forger une image d'un Orient. Et en Algérie, il y avait quelqu'un, il y avait même un militaire, donc le colonel Trumley, il a écrit l'un des premiers livres sur l'Algérie, mais une représentation d'une Algérie vue par un militaire français, l'Algérie légendaire, dans lequel il a sillonné pratiquement toute l'Algérie. Il a donné l'image des saints patrons, donc toutes les Rouba en Algérie, d'est à l'ouest, du nord au sud, tout en créant une dimension, un discours un discours pour la consommation des Français et non pas pour les Algériens. Cette séquence, Hassan, est très très intéressante parce que dès 1830, si on entend bien le discours et le récit authentifié du regretté René Vauthier, on va comprendre que cette conquête, comme eux ils l'appellent, parce que c'est une invasion, il faut le dire, c'est une attaque contre un peuple qui est le peuple algérien, contre un pays qui avait sa civilisation, sa culture, sa religion et tout. Donc il y a une partie, M. Boukhalifa Amazit, administrative, militaire, accompagnée d'une autre partie d'intellectuels, journalistes, écrivains comme Robert Rondeau, comme bien sûr lui Bertrand, et tous ces écrivains, des sculpteurs, des peintres qui vont participer finalement à ce mémoricide après que l'armée ait commis des homicides et des féminicides et des infanticides dans l'Algérie. Il fallait présenter aux Français
le pays qu'on venait de conquérir, là où on a planté le drapeau français. Ce pays, d'ailleurs, le premier peintre, c'était Gudin, un certain Théodore Gudin, qui avait fait son premier tableau sur ce qu'il avait appelé le coup de vent sur Sidiféruche, le coup de vent du 16 juin. C'est-à-dire 2 jours après, il a fait un tableau. Il y a eu, et ce tableau montre la baie de Sidiféruche avec les Français qui débarquent. Donc ça a été les premiers, parce que la photographie ne sera inventée qu'à partir de 1839. Donc ce sont des peintres. Et par la suite, ça a ouvert la porte à une multitude de peintres, parmi les plus prestigieux du 19e siècle. Je pense à Delacroix, à Fromentin, et à d'autres, très connus, de très grands peintres qui sont venus et qui ont... Il fallait présenter. Alors, on vous présente, par exemple, la région de Mascara. L'émir Abdelkader, Mascara. Alors, on a créé l'orientalisme. Mascara, qui est à 96 km exactement de la mer Méditerranée, est présenté comme un désert. Des palmiers, et puis des étendues, et puis des... On s'est d'abord intéressé à la terre elle-même. On a représenté la terre. Par la suite, sur cette terre, on a mis des gens d'une pauvreté extraordinaire. Et tous les orientalistes vont montrer ces pauvres paysans, ces pauvres ruraux, sales, etc. Mais dès qu'il s'agissait des femmes, il fallait montrer autre chose. Le passage dont parlait René Vauthier est assez éloquent. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est cette image de l'Orient, d'un Orient imaginaire, tout à fait imaginaire. C'est cette image exotique, un pays à voyager pour découvrir les palmiers. Voilà, mais on découvre, c'est-à-dire que vous serez bien là-bas, mais bon, c'est vrai qu'il y a des... Alors que les journalistes, les écrivains rapportaient tout à fait autre chose. Ils découvraient un pays... extraordinaire, d'une richesse immense. Et puis, ceux qui vont le faire sans le vouloir, ce sont les généraux. Ce sont ces généraux, ce sont qui parlent. Alors, quand ils rançonnaient une région, quand on vous dit on a pris 16 000 chevaux, on a pris 35 000 têtes de moutons. C'est-à-dire que ces chevaux, ces moutons, il fallait les nourrir, il fallait les élever, donc il y avait des richesses énormes, dont parle Bugeaud d'ailleurs. C'est-à-dire ils sont dans un discours à la fois, ils sont dans la contradiction. Mais on a présenté ce peuple comme des peuples de sauvages. Mais au début du 20e siècle, quand des exemplaires de ce peuple vont se rendre... En Europe, pour défendre, bien sûr, durant les 2 guerres. Être en relais. On va passer... le récit sera totalement différent. On va les présenter comme des gens bien, après tout. Hein. Ils ne sont pas méchants. Ce pas des sauvages. Alors qu'on a passé des années à raconter, à parler de la barbarie de ces gens et de la sauvagerie de ces gens. Vous me tendez là. Oui, allez-y. Je termine juste avec ça parce que on va revenir parce que ensuite ils font faire partie du paysage, parisiens, français, dans les villes de France, ils feront partie du paysage, mais personne n'en parlera. C'est-à-dire qu'ils sont comme des fantômes. Je ne me souviens pas avoir lu des textes de tous ces auteurs du début du XXe siècle, tous ces auteurs qui ont proliféré, ou bien la naissance du cinéma, en dehors de quelques films qui ont été tournés ici, à Alger. Mais ils seront absents de cette littérature. C'est-à-dire qu'on disait présent dans l'économie et
la défense du pays. C'est-à-dire dans le récit imaginaire fabriqué par la colonisation, dès le départ, il y avait cette négation de l'Algérien, cette indigène. La chosification, c'est une chosification de l'Algérien. Effectivement. Donc il n'existait ni dans les romans, ni même dans les peintures Maître Ben Brahim Fatima Zohra, parce que quand on prend l'exemple, par exemple, comme disait tout à l'heure M. Boukhalifa Amazight, ces généraux, ces colonels Bugeaud, Pélissier et Cavignac qui étaient accompagnés, eux, par des artistes peintres, à l'instar de Tony Janot en 1845. Et il va pas reproduire, mais il va mettre en scène, Madame, les enfumades, et on a vu ensemble la peinture de cet artiste. Dans la colonisation, ce que vous avez entendu tout à l'heure par Vauthier, il y a deux récits différents. Il y a le premier récit qui traite les Algériens, les Algériennes de ce que vous avez entendu, et je n'ose pas par respect aux femmes algériennes de répéter ça. Quel était le but ? C'était le but d'attirer les militaires pour leur dire, écoutez, venez, c'est une terre vierge, il y a des femmes, vous pouvez les utiliser, il y a des terres, vous pouvez les prendre, il y a des hommes, vous pouvez les contraindre à devenir vos esclaves. C'est ça. Finalement, on est d'accord, c'est ce que venait de dire M. Boukhalifa. C'était pour attirer donc la masse des militaires qui étaient de tous bords, ce n'étaient pas des militaires professionnels. Maintenant, le deuxième récit est tout à fait différent. Il parle d'une ville très belle, de gens civilisés, de maisons magnifiques, etc. etc. Donc c'est deux tableaux qui sont tout à fait différents. Aujourd'hui, le deuxième tableau est occulté par les Français. Ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne s'instruisent pas. Ils ont gardé le premier tableau et ils continuent à vivre sur ce premier tableau pour faire croire qu'ils ont civilisé l'Algérie, alors que l'Algérie était tout à fait civilisée. Maintenant, ces militaires, c'est vrai, au moment du débarquement, ils avaient ramené du beau monde avec eux, mais parce qu'ils avaient besoin de fixer l'image de l'époque. Manque de peau. Quand on parle des femmes algériennes, telles que développées comme ça, à la présidence de la République, nous avons, je pense, une copie. Et quand le président fait ses discours, ce tableau est derrière. C'est le tableau de la combattante Fatma Ntsoumr. Et on voit une femme algérienne à la tête d'un bataillon, derrière elle, il y a son frère qui était son adjudant, et Boubrla, c'est ça. Qui était également son adjudant. Ça veut dire tout simplement que cette femme algérienne n'était pas une femme qui était vouée à la sexualité bestiale des Français, mais c'était une révolutionnaire et une combattante contre le régime français et contre les militaires français. Et on va écouter Pascal Blanchard, le spécialiste de la question de la colonisation française en Algérie et en Afrique aussi, et qui s'intéresse justement à cette propagande farouche qui a été menée, pensée et organisée par la colonisation française, l'administration et l'armée pour, bien sûr, conquérir ce vaste territoire qui est l'Algérie. Lui, il nous explique la profondeur de cette pensée et ses conséquences sur les générations de nos jours. On écoute Pascal Blanchard. C'est un travail, comme on dit, à 10 mains et à 5 têtes. C'était toute l'idée de travailler sur la propagande coloniale à travers une approche multiples du récit. Certains se rentraient par tout ce qu'on peut appeler le textuel, la littérature qui accompagnait ces images. D'autres avaient travaillé les archives de la propagande coloniale. D'autres se rentraient sur le discours idéologique. Moi, ma spécialité, c'est plutôt l'image. Chacun a donné, je dirais, sa manière de regarder ce corpus et de le replacer dans ce siècle, dans ce long siècle, en gros 1870 jusqu'aux indépendances, du temps de l'empire colonial français. Nous découvrons en fin de compte une histoire par des images qui n'est pas juste une illustration de la colonisation. C'est comment la colonisation s'est mise en scène et a convaincu les opinions publiques, ici, dans l'Hexagone, de ce discours sur l'empire. Et en fin de compte, le public d'aujourd'hui se rend compte que ces images, il les a encore en tête. Elles ont été presque plus efficaces que le réel. Elles ont à la fois manipulé, fabriqué, tenu un discours, justifié les choses, au point que, encore aujourd'hui, nous les avons dans notre schéma mental, dans nos inconscients collectifs, et on découvre, en fin de compte, que tout ça n'était que de la propagande. L'exemple de 14-18 est fascinant. En fait, la France, comme d'autres puissances, les Anglais notamment, appellent les colonies pour sauver la nation, sauver la France. Mais
Mais on ne peut plus tenir le même discours qu'avant. Le discours du temps de la conquête, c'était quoi? Quelques années avant, c'était « ils sont tous sauvages, voilà des peuples sauvages, des peuples qui ne sont pas encore au stade de notre civilisation ». Et d'un seul coup, ces mêmes peuples vont arriver en métropole, vont arriver dans l'Hexagone. Donc il faut changer de discours sur eux. Et d'un seul coup, l'armée, mais pas que l'armée, mais aussi le pouvoir civil, va imaginer des dizaines de photos, de cartes postales, de magazines où on va voir des tirailleurs avec soit des femmes blanches, les marraines de guerre, soit les petites filles. Et c'est un discours qui permet de dire aux populations « rassurez-vous, ils sont sympathiques, ils viennent nous défendre, ils sont à nos côtés, ils ne sont plus sauvages, voire même, ils ont retourné leur sauvagerie contre plus sauvages que l'allemand. » Ça, c'est tout le discours qui va accompagner notamment la Première Guerre mondiale et qui va faire naître une image que tous les Français connaissent, Banania. Les Français, quand commencent la guerre d'Algérie, au lendemain de la défaite indochinoise, quelque part, cette guerre, elle est lointaine. Elle n'est pas présente dans les images. Et quand on voit des soldats, pour la plupart des cas, ce sont des soldats qui sont professeurs ou médecins, qui soignent, qui accompagnent, qui assistent les populations d'Algérie. Donc c'est une image de guerre quelque part édulcorée. Il faut attendre 57, 58, notamment avec des images de Paris Match, avec le début d'images qui montrent à l'international notamment la réalité du conflit pour que les Français commencent à voir un choc. Ce qu'ils ont vu en fait depuis un siècle était qu'une immense fake news. La guerre d'Algérie montre très concrètement que de l'autre côté des mers, il y a des populations qui ne veulent pas de l'empire colonial français, qui ne veulent pas de l'autorité de la France, qui se battent pour leur indépendance. Nous, aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment ils n'ont pas vu tout ça avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces temps de la propagande avaient fabriqué une forme de monde idéal dans lequel justement l'empire était accepté et la présence de la France tolérée. Dans le stéréotype publicitaire, dans l'imaginaire collectif, dans nos cerveaux à tous. Il reste encore plein de croyances en ces mondes ailleurs. Il reste quelque chose qui n'a pas encore commencé à être déconstruit. On n'a pas commencé à appréhender comment, non pas on a colonisé, mais comment on a fabriqué le cerveau des opinions publiques pendant les empires. Et on est en train de découvrir ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qu'il reste de ce passé, ce sont les statues dans nos rues, ce sont nos bâtiments publics, ce sont ces affiches, ce sont ces cartes postales, ce sont ces photos. C'est tout ce patrimoine qui a raconté la France, qui continue à raconter cette époque, et en fin de compte, dont tous nos greniers sont pleins. Et oui, ce que vient de dire Hassan Arabe, monsieur Pascal Blanchard, c'est pertinent. Aujourd'hui, il y a encore des statues, il y a encore des rues baptisées au nom de ces généraux sanguinaires, assassins, génocidaires. Il y a aujourd'hui encore un récit colonialiste qui est entretenu et j'allais dire transmis même dans cette école fondée par Jules Ferry, cette école publique plus que jamais, parce que dans ces manuels d'histoire, on a cette fameuse grande carte rose des colonies françaises, y compris l'Algérie, bien sûr, parmi le lot des pays colonisés, dont on est fier, aujourd'hui on en est fier en France. C'est la grande conquête civilisatrice du monde, comme le disait peut-être Victor Hugo. Hein. Ah oui, Victor Hugo, il a évolué. Donc il y avait deux attitudes. La première attitude, il a appuyé 1853. Il avait le discours. Ça veut dire que la propagande a finalement marché en 1830. Il avait appuyé la colonisation de l'Algérie. Ce n'est qu'après 1871 qu'il a mis en quelque sorte qu'il a revu sa position. Oui. Toute en légitimant la colonisation, attention. C'est-à-dire, il a remis en cause les massacres, la brutalité de l'armée française. Alors Hassan, peut-être pour conforter votre premier propos sur Victor Hugo, donc en 1877, l'Assemblée générale, M. Victor Hugo vient déclarer la colonisation est un grand et magnifique ouvrage. La France, en colonisant, se crée des marchés, des richesses, des ressources, mais elle apporte aussi la lumière, la civilisation, l'instruction au peuple qu'elle colonise. Bien avant, bien évidemment, il y avait le fameux livre Les Misérables en 1862, là où Victor Hugo fait aussi une allusion à la colonisation. La France est une grande nation, elle est la fille aînée de l'Église et elle est aussi la mère des nations, qu'elle porte l'héritage de la civilisation et l'humanité. Franchement, on ne sait pas ce qu'est la définition de la civilisation et l'humanisme en France, parce que quand on prétend vouloir faire de la civilisation et de l'humanisme, on ne massacre pas plus de 6 millions d'Algériens et on continue aujourd'hui à le nier et on torture et on crée des... C'est au nom de l'humanisme chrétien qu'on a légitimé le massacre des Algériens. Il ne faut pas l'oublier. J'ai parlé tout à l'heure des missionnaires. Et Hugo... C'est vrai, dans Chose vue, donc c'est un recueil de pensées lorsqu'il était pendant sa retraite à Jersey, il a écrit un texte
important sur la colonisation. Il nous décrit donc l'arrivée d'un bateau sur la baie d'Alger, etc. Et puis, il vous dit, voilà, à la fin, quand il arrive au quai, c'est en fin de compte la guillotine qui arrive. Il vous dit, voilà la civilisation qui arrive. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, Hugo, c'est vrai, à un certain moment, il a soutenu la colonisation dans toute sa brutalité. C'est par la suite, parce que pour régler ses comptes avec certains militaires, justement, notamment Saint-Arnaud, là, il a dit de lui qu'il avait les états de service d'un chacal, donc d'un charognard. Il a dénoncé la brutalité et certains massacres. Pas tous les massacres, certains massacres, parce qu'on retrouve qu'il a légitimé un certain nombre de massacres, parce que lorsqu'on a découvert que la terre africaine, la terre numide, c'est une terre de résistance. Elle sera d'ailleurs donc attaquée par un autre écrivain français du 19e siècle, Flaubert dans sa Lambeau, à travers la figure de Mato, donc ce personnage extraordinaire, donc qui va résister. On va s'attaquer à la notion de résistance. Même Hugo va s'attaquer à la notion de résistance des Algériens. Donc là, c'est la deuxième période, donc après les premiers romans, la première littérature de voyage, donc qui évoquait l'exotisme de la terre algérienne. Là, on prépare le terrain à une idéologie, l'idéologie algérianiste, qui sera donc prônée par un certain Louis Bertrand, avec un théoricien Rondeau. Là, ils vous disent l'enracinement de la colonie de peuplement et son rapport à une certaine Algérie latine. Donc là, c'est le déni des Algériens. Donc l'Algérien n'existe pas. Là, on est à la fin du 19e siècle. Merci Hassan, c'est ce que Frantz Fanon a commencé à l'époque à combattre, parce qu'il avait cette conscience-là des méfaits de cette propagande sur les cerveaux. C'est ce que disait Blanchard, parce qu'aujourd'hui, c'est ancré dans les mémoires, ces éléments de la colonisation et de la propagande. Juste, M. Boukhalifa Amazigh, en 1908, Louis Dumoulin va créer une société d'artistes de la colonisation, qu'ils auront pour tâche, ces messieurs et ces dames artistes, de faire étendre la colonisation française à travers des œuvres artistiques et littéraires. Au début du XXe siècle, ce n'est pas la seule. Il y a eu plusieurs associations qui ont été créées, dont des associations qui voulaient se détacher du socle, pas du socle culturel, mais de l'influence culturelle de la métropole, et créer ici une culture qu'on appellera pied noir, l'algérianisme, et dont Saroui était un des instituteurs, Saroui, qui a donné son nom à une école. Et tout cela c'était construit, c'est-à-dire qu'il fallait faire de ce peuple, c'est-à-dire on a commencé à se dire, bon, puisque nous sommes obligés de vivre avec ce peuple, donc créons les conditions de vie telles qu'il les voulait, bien sûr, mais tout en essayant de détacher des morceaux. N'oublions pas que le décret Crémieux a détaché toute une partie de ce peuple, de son socle ethnique essentiel, premier. Ce n'étaient pas des Juifs qui étaient venus de Palestine pour s'installer en Algérie. Ce sont des Algériens qui ont opté pour la religion juive. Ils ont été détachés, alors qu'ils étaient là depuis, qu'ils étaient algériens depuis des centaines d'années. Et ça, c'est un crime du colonialisme. Ils voulaient le faire aussi avec certaines régions, la Kabylie particulièrement, où on a installé des écoles, on a installé les Pères Blancs, on a essayé de les détacher aussi. Tout cela fait partie de l'appareil idéologique de l'État, français, pour créer les meilleures conditions pour la négation
la négation du peuple algérien dans son essence. Juste pour donner la parole à Maître Fatem Zahra Boumbrahim, François Fanon disait dans le monde colonial, l'indigène est un être parqué et l'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation. Et là, bien sûr, je reviens vers cette hiérarchisation de la société. On est dans la compartimentation, j'arrive, c'est un mot assez long. En tout cas, l'Algérien, il est dans le dernier tiroir de cette grande colonisation dans son propre pays. Et bien oui, l'Algérien, on lui a fait un code qui s'appelle le code de l'indigénat. Donc c'est un statut particulier, mais quand même, nous sommes en train d'avancer très rapidement dans la colonisation. Et mon ami Amazit a parlé du décret Crémieux qui a été produit par le ministre de l'époque de la Justice, qui était lui-même juif, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier que quelque temps après, le décret Crémieux a été annulé. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il a été annulé. Donc cela remettait les Juifs dans une situation moins que celle que les Algériens, parce qu'ils n'avaient pas de statut particulier. Oui. Par la suite, les choses se sont rétablies dans un silence tout à fait assourdissant, j'allais dire. Oui, tout à fait absolu, parce que ils savaient que cette frange de juifs était balancée soit du côté algérien, soit du côté français, mais ils avaient plus intérêt à les mettre de leur côté, mais ils restaient quand même des Français de second degré. Et jusqu'à ce jour, ils restent des Français de second degré, qu'on le veuille ou pas. Protestation ou ça ou pas, si on revient au texte historique, ils sont toujours dans cette situation. Bon, aujourd'hui, ils ont pris de l'ampleur parce que c'est eux maintenant qui gèrent pratiquement l'État français, et nous le voyons presque très souvent dans les noms qui paraissent, n'est-ce pas, à travers la presse, et qui sont les plus virulents pour le négationnisme. En fait, moi j'ai l'impression qu'ils veulent s'intégrer davantage à une société française pour s'appuyer et dire « nous sommes des Français et nous défendons la France », alors qu'actuellement la France n'est pas défendue par les vrais Français. Elle est gouvernée par des émigrés, que ce soit Sarkozy ou les autres, ils sont tous émigrés, polonais ou autre chose en France. Je fais le distinguo, et je sais pourquoi je fais le distinguo. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont porteurs de cette politique, n'est-ce pas, de désinformation, parce que d'abord c'est une politique de désinformation, n'est-ce pas, et du négationnisme, eh bien c'est ceux-là qui méritent peut-être d'être élèves dans notre révisionnisme. Vous savez ce qu'il dit aussi, François Fanon, Hassan ? Et j'aime bien le lire parce que c'est quelqu'un d'avant-gardiste, et il savait qu'aujourd'hui, en 2025, comme disait peut-être Madame Fatem Zahra Boumbrahim dans les émissions précédentes, si on met pas tout sur table et on discute et on essaie d'éveiller les consciences et parler aux deux générations, à ces générations algériennes, françaises, etc., transmettre l'histoire et être dans la vérité. Ce qu'il dit, François Fanon, il dit, il faudrait d'abord que les masses européennes décident de se réveiller, secouent leur cervelle et cessent de jouer au jeu irresponsable de la Belle au bois dormant. Et on est tout à fait ça. Dans le contexte colonial, il n'y a pas de conduite de vérité. Aujourd'hui, on est dans un néocolonialisme. Il n'y a pas de conduite de vérité. On est dans la falsification, Hassan, et on va terminer cette émission avec un court extrait, toujours de René Vauthier, qui nous parle justement de quel côté était réellement la civilisation, parce qu'il va citer des textes de notre émir Abdelkader, l'émir Abdelkader algérien, qui était en avance en matière d'humanité et de civilisation par rapport à ces envahisseurs qui prétendent... L'être aux Français. Voilà, on va bien sûr avec nos équipes et notre régie, bien sûr, découvrir cet extrait. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. « Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons ? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux
et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme, toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées pair à pair sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? Et oui, de quel côté était vraiment la civilisation? Madame Bram, je vous vois vouloir bien sûr intervenir. Tout à l'heure, je rectifie bien sûr quand je parlais de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État moderne algérien. Et vous voulez réagir sur cette vidéo précisément, parce qu'on en a parlé. Oui, alors, moi je vois ici la grandeur d'âme de l'Algérien, d'un point de vue général, et surtout les règles de la guerre et le respect de l'être humain et du prisonnier, initié par l'émir Abdelkader, n'est-ce pas? Oui. Et qui est le père donc de la philosophie du droit de la guerre et des 2 conventions de Genève et des protocoles. Merci beaucoup, Madame Fatem Zahra Bram. Je rappelle que vous êtes avocate spécialiste en droit de l'histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Boukhalifa Amazit. Une réaction par rapport à cette vidéo en quelques secondes? Je crois que la réaction la plus idoine, c'est de prendre compte de tout cela, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui se dit, de relire Fanon s'il le faut, parce qu'au moment de la tentation de la résurrection des empires, au moment du retour aux grandes idées et à la grandeur des empires, je crois qu'il faudrait sérieusement réfléchir à tout cela. Hassan Arabe. Je pense que pendant la période coloniale, l'Algérie a joué un rôle de laboratoire dans lequel s'entrecroisent l'art, la littérature, la photographie, le capitalisme et le colonialisme. C'est-à-dire qu'il y a un entrecroisement qui donne lieu à un discours colonial. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire les intérêts des capitaux, c'est-à-dire des hommes, des affairistes français, avec un discours colonial qui s'exprime à travers la télévision, les films, mais aussi l'iconographie, que ce soit des photos ou bien des dessins et autres choses qui produisent exactement le même discours, le discours néocolonial. Hier, c'était le discours colonial. Donc la propagande, puisqu'il est question de la propagande néocoloniale, c'est exactement la même que la propagande coloniale. Merci beaucoup Hassan. Je rappelle que vous êtes universitaire, chercheur en histoire et vous animez l'émission Les dossiers de la mémoire. Monsieur Boukhalifa Amazit, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, scénariste et puis spécialisé dans l'histoire du mouvement national. Fatem Zahra, maître Fatem Zahra, merci beaucoup. Sahar Mdankoum. Je dis à nos amis téléspectateurs que l'émission elle a un horaire pendant ce mois de Ramadan. Elle vous vient à partir de 16h jusqu'à 17h. Il y a une rediffusion le soir. Et puis je vous dis Sahar Mdankoum. Et on termine bien sûr l'émission avec, je vais bien sûr reprendre les paroles du grand martyr Didouche Mourad qui disait: si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Allah yarham shuhada, gloire à nos martyrs. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir, merci.